Rodrigue Edasso Bayala, bonsoir une fois de plus. Bonsoir madame. Vous êtes le ministre de la Justice. Alors dites-nous concrètement comment les choses se passent pour un détenu qui est condamné à un travail d'intérêt général. Madame, permettez-moi avant de répondre à votre question de situer un peu le contexte de la loi et peut-être dire un mot sur le travail d'intérêt général. Bon, s'agissant du contexte, il faut noter que cette loi, bien entendu, a vu le jour sous la vision et le leadership du président du FASO, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous a donné instruction de faire en sorte que la prison ne soit plus systématique pour un certain nombre de délits mineurs. Deuxièmement, c'est de faire de la prison une opportunité de réinsertion sociale, mais aussi une opportunité de production pour que les établissements pénitentiaires puissent jouer leur partition dans notre quête pour l'autosuffisance alimentaire. Voilà le contexte dans lequel la loi de 2004, qui existait déjà, a été entièrement relue. Cette loi portant le travail d'intérêt général. Le travail d'intérêt général, c'est quoi en réalité? En un mot, le travail d'intérêt général, c'est une sanction, une condamnation qui est prononcée contre une personne poursuivie pour avoir commis des infractions. En lieu et place de la prison, on condamne cette personne à aller exécuter un travail d'intérêt général, de service public ou dans une entreprise publique privée qui poursuit une mission d'intérêt général. Donc voilà un peu, c'est un peu une peine alternative à l'emprisonnement. Donc c'est dans ce contexte que cette loi est intervenue dans la réforme globale entreprise au niveau du ministère de la Justice. Et comme cela est ressorti du reportage, c'est d'avoir une justice crédible, accessible, qui réponde véritablement aux attentes du peuple. Alors, quand il y a une procédure judiciaire qui est engagée, à terme, c'était pour protéger la société et réparer la partie civile qui a été touchée dans ses intérêts. Donc il s'agit de construire une justice beaucoup plus réparatrice du point de vue des intérêts de la société, mais aussi du point de vue des intérêts de la partie civile. Et comme cela est ressorti du reportage, nous mettons toute une armada en place pour arrêter une personne, depuis la police judiciaire, le déférer au parquet, le procureur également entreprend sa procédure, le transfert devant le juge qui prononce la sentence, et quelquefois c'est une condamnation à l'emprisonnement. On ne se suspend pas et on ne se pose pas la question réelle qui mérite d'être posée. Qu'est-ce que toute cette procédure a pu apporter à notre société? Quelquefois, ces personnes partent séjourner dans les maisons d'arrêt. Ils rentrent en contact avec de plus grands délinquants. Ils en ressortent parce que le taux de récidive, il faut le dire, est très élevé. Cela veut dire que notre système méritait d'être regardé, repensé, pour que notre politique pénale soit efficace. Et quelquefois, les intérêts de la partie civile ne sont pas soignés. On ne se préoccupe pas, par exemple, quelqu'un vous a escroqué 2 millions. On a mis toute cette armada en place pour le juger, le condamner. Il peut passer son séjour en prison. On ne se pose pas la question, est-ce que la partie civile a été restaurée dans ses intérêts? C'est vrai que l'action est exercée en même temps devant le tribunal, mais est-ce qu'effectivement la personne est rentrée en possession de ce qui lui a été escroqué? Alors, donc voilà pourquoi il faut aller vers... également des moyens pour pouvoir exécuter la condamnation, le jugement qui a été prononcé. Alors je voudrais juste savoir, Monsieur Tartampion, qui commet un délit mineur selon la loi, qui est condamné à un travail d'intérêt général, alors il est chez lui, il va le matin exécuter sa peine et il rentre chez lui le soir. Ou comment ça se passe concrètement sur le terrain? Concrètement, il y a le travail d'intérêt général et c'est l'une des innovations de la loi sur lesquelles il faut revenir. Il faut savoir que pour la loi de 2004, pour condamner une personne à un travail d'intérêt général, il fallait requérir son consentement, ce que la loi du 8 novembre qui vient d'être adoptée a supprimé, parce qu'une peine reste une peine. Il appartient au juge, au tribunal, d'apprécier l'opportunité et la nature de la peine qu'il faut prononcer. Deuxième innovation qui a été apportée, c'est que pour les infractions aux biens d'une valeur qui ne dépasse pas 5 millions, et pour les atteintes physiques dont l'ITT, l'incapacité temporaire de travail, ne dépasse pas 21 jours, le juge est tenu de prononcer l'ITT, le travail d'intérêt général, de condamner la personne au travail d'intérêt général. Alors comment ça va se passer concrètement? Il y a deux situations. Parce que la loi de 2004, c'était l'une de ses limites.
on avait pensé que le travail d'intérêt général devrait s'exécuter dans un bureau. Autrement dit, c'est limité essentiellement à un travail administratif, à une prestation intellectuelle. Et la loi, au sein d'une entreprise, par exemple, mais avec la loi de 2024, du 8 novembre 2024, on a instauré le TIG, le travail d'intérêt général, pour les activités agricoles, avicoles et industrielles également. Donc, les personnes qui vont être condamnées, bien entendu, au travail d'intérêt général, le juge d'application des peines va tenir compte de leurs capacités et de leurs aptitudes physiques, seront déployées, bien entendu, au niveau des productions, au niveau des champs, et bien entendu, de production agricole. Les dispositions sont prises pour qu'effectivement, ils puissent être logés sur place pour exécuter leurs peines. Mais en ce qui concerne, bien entendu, ceux qui vont faire la prestation intellectuelle, comme on l'a pris l'exemple, bien entendu, tant qu'ils ne seront pas détenus, ça veut dire qu'ils ne sont pas enfermés dans un établissement pénitentiaire, ils pourront bien entendu rentrer chez eux le soir et se présenter au service où ils doivent exécuter leur peine chaque matin. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que la loi propose comme garantie que ces personnes-là ne vont pas se dérober justement de ce travail d'intérêt général et échapper ainsi à la peine? C'est une très bonne question. Et au niveau de la loi, la solution a été trouvée, elle est très simple. D'abord, pour prononcer la peine de travail d'intérêt général, le juge doit apprécier la dangerosité du prévenu. D'abord, nous avons défini un certain type d'infractions qu'on considère comme des infractions mineures pour lesquelles le TJ va être prononcé. Mais même dans ce cas, le juge devra d'abord apprécier la dangerosité, ce que la personne qui est poursuivie ne présente pas un danger, et pour les personnes, et pour les biens, et pour les institutions. Deuxième garantie qui a été exigée, c'est qu'on a demandé 2 personnes garantes de la personne poursuivie et un engagement solennel de la personne poursuivie devant la juridiction, bien entendu, de pouvoir exécuter ces engagements, c'est-à-dire réparer les intérêts de la partie civile. Et en outre, le juge devra prononcer une peine d'emprisonnement pour que, à défaut d'exécution correctement du travail d'intérêt général, que cette peine puisse s'appliquer. Donc, pendant qu'on prononce la peine de travail d'intérêt général, vous avez en même temps et à côté, dans la même décision, une peine d'emprisonnement qui vous attend si vous n'exécutez pas convenablement vos engagements, c'est-à-dire vous comportez, ne pas retirer les faits. Deuxièmement, exécuter votre engagement au plan civil, c'est-à-dire restaurer la partie civile, c'est-à-dire s'il y a des condamnations, des dommages et intérêts, que vous les payez effectivement. Et en troisième lieu, vous avez 2 personnes garantes, parce que nous estimons que nous sommes en Afrique et que si une personne est poursuivie et que dans sa famille, on n'est pas capable de trouver 2 personnes garantes, de venir dire telle personne, nous la connaissons, nous pouvons prendre un engagement que cette personne va exécuter les engagements qu'il a pris à son tour et le juge va apprécier l'ensemble de ces éléments avant de condamner la personne au travail d'intérêt général. Voilà un ensemble de garanties qui permet de nous assurer qu'en tout cas, il n'y a pas de risque zéro, mais dans cette situation, il y a beaucoup de cas de vous qui minimisent. Alors, monsieur le ministre, que coûte un détenu au contribuable burkinabé? C'est une question pertinente. Un détenu, l'ensemble de ce que l'État injecte dans le fonctionnement des établissements pénitentiaires s'élève à peu près 1,2 milliard. Et dans les 1,2 milliard, bien entendu, il ne faut pas inclure les dépenses d'investissement, ça veut dire la construction, la réhabilitation. 1 milliard, c'est le montant annuel. Le montant annuel, juste la prise en charge, c'est-à-dire l'alimentation, le matériel de couchage, les médicaments et tout ce qu'il y a, c'est ce qui est enfermé dans les 1,2 milliard. Mais il faut y ajouter la réflexion, par exemple, des établissements pénitentiaires, la construction des établissements pénitentiaires, l'acquisition de matériel de transfèrement tels que les véhicules et autres qui coûtent très cher. Donc, si on rassemble tout ça, c'est beaucoup plus lourd sur le budget de l'État. Mais en termes très clairs, que coûte le détenu en termes d'alimentation et en termes d'entretien dans le budget de l'État, c'est environ 1,2 milliard. Alors, faut-il s'attendre à d'autres mesures qui pourraient toucher des couches spécifiques comme les femmes, par exemple? Oui, le juge d'application, par exemple, des peines, qui intervient beaucoup aussi, vous lisez la loi, c'est vrai, la peine va être prononcée par un tribunal, mais en second lieu,
il y a le juge, si vous avez suivi le reportage tout à l'heure, vous avez vu le juge Kabori, qui est le juge d'application des peines. Donc ce juge est chargé de l'application de la peine de travail d'intérêt général. Donc il lui appartiendra maintenant de tenir compte de la condition et des aptitudes physiques de la situation. En réalité, il s'agira de personnaliser maintenant l'exécution de la peine. Donc il sera tenu compte, bien entendu, de la condition des femmes, de la condition des mineurs, mais la grande partie de ce peuplement de nos établissements pénitentiaires, il faut le dire, il faut l'avouer, nous avons 90% qui ont entre 20 et 45 ans. La loi est-elle d'ores et déjà en vigueur? La loi a été adoptée, nous attendons sa promulgation. Dès qu'elle va être promulguée, publiée au journal officiel, elle rentrera en vigueur 8 jours après sa publication au journal officiel. Dernière question, Monsieur le ministre, à quoi serviront les fruits justement de la production de ces détenus? Merci. Donc, ce qui sera produit va servir en premier lieu à nourrir, bien entendu, les détenus. Les détenus eux-mêmes, oui. OK. Et deuxièmement, et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il s'agira de saisir cette opportunité que constituent les établissements pénitentiaires pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Donc, le surplus qui va être produit va bien entendu être injecté dans la société. Et le fruit de la commercialisation de ces produits, bien entendu, est versé sur un compte trésor. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Sur ce plateau, restez avec nous pour la suite de cette édition.